Bonjour à tous. Alors là, j'ai été époustouflé par les réactions à ma dernière vidéo. Déjà 40 000 vues. Pour moi, c'est tout bonnement incroyable. Là où je plafonne sur des vidéos que j'ai travaillé à 3 ou 4 000 vues. Mais bon, visiblement, c'est un sujet qui vous passionne. Et puis, j'ai remarqué en lisant différents commentaires que vous êtes plus ou moins bien informés, que vous êtes plus ou moins motivés à répondre. Parfois même vous répondez, enfin au moins une personne qui se reconnaîtra, qui répond, qui fait des commentaires sans même avoir vu la vidéo. Alors pour couper court, bon, c'est vrai, j'ai fait un titre un petit peu aspirateur à clics, dirons-nous. Cette fois-ci, non, je vais rester soft. Comme ça, vous ne savez pas de quoi je vais parler. Enfin, si, de quoi je vais parler, mais vous ne savez pas comment je vais aborder le sujet. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que, en lisant les différents commentaires, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire une petite mise au point historique, synthétique sur qu'est-ce qui se passe en Suisse. Parce que c'est vrai que on a tendance à croire qu'il y a des scandales à répétition en Suisse, mais c'est pas vrai. Les processus d'achat ces derniers temps sont assez décriés. Il y a des scandales avec Ruag ou Arma Suisse, il y en a un paquet, et beaucoup se plaignent du fonctionnement d'Arma Suisse. Mais je ne vais pas traiter directement de ce sujet-là. Je vais parler uniquement des avions de combat, et je vais traiter aussi du traitement de ces dossiers par la sphère médiatique suisse. Et je vais faire un focus sur un site en particulier. Et alors là, je fais vraiment un gros disclaimer. Je n'ai rien, absolument rien, contre la personne qui tient ce site. Je vais juste relever des choses, dire ce que je pense être une vérité, mais qui va être quelque part une vérité dérangeante. Alors j'ai essayé de voir comment j'allais pouvoir tourner cette vidéo, quel esprit j'allais lui donner. Est-ce que je vais rester sur un ton complètement neutre? Est-ce que j'ai envie d'être un petit peu taquin? Parce que oui, j'ai envie d'être un petit peu taquin, mais en même temps, j'ai envie, voilà, pour respecter nos amis suisses, garder un petit peu de neutralité, comme on dit, en essayant de rester le plus factuel possible. Alors, malgré tout, je vais m'autoriser quelques petites sorties. On va traiter uniquement du sujet suisse. Je dis tout de suite, je ne suis pas un Français frustré du choix de la Suisse de ne pas avoir pris du Rafale. C'est dommage, mais c'est pas grave. Je veux dire, aujourd'hui, le Rafale se vend super bien, c'est pas un problème, et je ne vais pas en parler. Bon, j'en ai mis un là, mais c'est vraiment pour faire joli, premier degré, c'est pour faire joli parce que j'ai pas de déco, et pour les habitués de la chaîne, vous avez vu que il y a aussi un petit changement graphique, et je tiens ici et maintenant à remercier mon ami Rémi qui ne m'a rien demandé, et est venu me voir en me disant: écoute, ta chaîne elle est sympa, le contenu il est sympa, mais il faudrait faire un effort, il faudrait que tu aies une identité graphique. Moi c'est mon boulot, j'ai un petit peu de temps libre, je vais te proposer des choses. Alors il m'a proposé plusieurs choses, j'ai choisi ça. Voilà, j'ai fait un petit sondage dernièrement, mais c'est sur deux choix finaux. Mais il y a eu du travail. Alors, on n'a pas fait le vrai travail d'étude et d'enquête parce que bon, il a un vrai travail à côté. Enfin, c'est son travail. Et moi, j'ai pas un rond. Enfin, j'ai pas la possibilité de payer une étude complète. Mais c'est quand même vachement bien ce qu'il fait. Donc, j'ai décidé, avec son accord, mais c'est pas lui qui l'a demandé, de lui faire une petite publicité. Donc, vous pouvez aller voir sur son site que je vous affiche maintenant les marques pour lesquelles il a travaillé. Alors, pour ceux qui sont en France, vous allez en reconnaître pas mal. Et donc, il est indépendant, il est très sérieux et il travaille vraiment très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va traiter des affaires d'achat d'avions de combat en Suisse, celles qui ont marqué leur temps, parce que, comme je l'ai dit en introduction, la Suisse n'a pas eu que des problèmes dans ses achats d'avions de combat. Alors, on ne va pas remonter très loin. Alors oui, il y a eu une affaire Mirage, mais ensuite il y a eu des F5 qui ont été achetés. À ma connaissance, il n'y a eu aucun problème avec les F5, en tout cas dans leur processus d'acquisition. Il y a eu aussi des F-18. Les F-18 font leur temps, ont fait leur temps, sont bien fatigués maintenant, mais ce sont des avions extraordinaires qui ont bien servi les forces aériennes suisses, et il n'y a aucun problème avec les F-18, ni dans leur utilisation, ni dans leur acquisition. Par contre, il y a eu un problème aussi avec le Gripen, et il y a, on essaie de mettre ça sous le tapis depuis l'annonce en 2021, il y a et il y aura, et je vous le dis, un problème avec le F-35. Enfin, un des problèmes avec le F-35. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Mirage? La Suisse n'a pas fait qu'acheter des Mirage 3 à Dassault Aviation et à la France. Elle a acheté les Mirage 3 sous licence, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu
de les fabriquer en Suisse. Bon, ils n'ont pas fait que prévoir de les fabriquer en Suisse, ils les ont fabriqués en Suisse. À l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus fort à l'époque, ils avaient une grosse industrie, les Suisses, et ils étaient capables donc de fabriquer des avions de combat. Alors ils avaient prévu, pour une enveloppe budgétaire définie, d'en acheter une centaine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas simplement acheté et construit les Mirage 3 sous licence tels qu'ils étaient prévus et fournis par la France. Ils ont voulu améliorer le système de combat en mettant en place notamment un nouveau système de navigation et d'attaque avec un nouveau radar et un missile d'origine américaine. En soi, c'est pas un souci. Sauf que les devis estimatifs, on va dire les études préliminaires, ont été mal réalisées et ils sont aperçus que le développement et les essais de cette version, parce que là, il s'agissait carrément presque de fabriquer un nouvel avion de combat, en tout cas une nouvelle version, un nouveau standard, comme on dirait aujourd'hui, d'un avion de combat, et des études de la conception, de la fabrication et des essais qui ne sont pas prévus originellement si vous prenez juste un Mirage 3, vous achetez sur plan et que vous fabriquez directement dans votre pays. Ces études ayant été mal faites, il se trouve que le coût réel était beaucoup plus élevé par rapport au coût initialement estimé. Ce qui fait que pour la même enveloppe budgétaire, au lieu d'avoir une centaine d'avions, ils n'en ont eu que 57. Après, il n'y a pas eu plus de scandales que ça, je veux dire, c'était de très bons avions qui se sont révélés très efficaces. Mais voilà, si affaire ou scandale il y a eu en Suisse, donc c'est une affaire qui ne concerne que la Suisse, et ils auraient acheté des F-100K ou même des MiG-21 si vous voulez, sur lesquels ils auraient mis un tout autre système. Bon bah ils se sont plantés, ils se sont plantés. Ils se seraient pas plantés sur le devis, ils auraient demandé initialement une enveloppe budgétaire plus importante, il n'y aurait pas eu d'affaire. Ou alors ils auraient respecté l'enveloppe budgétaire, il n'y aurait pas eu d'affaire. Voilà, c'est vraiment une histoire d'enveloppe budgétaire mal calculée, un devis mal calculé qui a conduit à ce scandale-là. Allez, maintenant on va avancer dans le temps. Nous sommes en 2007. En 2007, les forces aériennes suisses disposent de deux types d'avions principalement. Les F-5, ils ont encore une flotte assez importante de F-5, même si la moitié n'est plus vraiment opérationnelle, et celle qui reste opérationnelle ne l'est pas vraiment non plus. C'est-à-dire que ce sont des avions qui peuvent encore faire des interceptions, mais uniquement de jour et par beau temps. Ils ne disposent pas d'un système qui leur permet d'opérer tout temps, c'est-à-dire de nuit ou dans les nuages. C'est un petit peu dommage, notamment pour les missions de police du ciel qui doivent se faire à n'importe quel moment de l'heure et de la journée. Bon, on y reviendra parce qu'il y a eu un petit sketch comique là-dessus aussi. Et donc il y avait les F-18. Les F-18 qui sont de très très bons avions, mais qui ne sont pas très nombreux. Donc à ce moment-là, en 2007, ils ont pris la décision pour compléter la flotte de F-18, ou en tout cas pour amener un petit peu plus de potentiel dans les missions à minima de police du ciel qu'ils devaient effectuer, d'acheter d'autres avions pour aider les F-18. Voilà, parce que la trentaine de F-18 n'est pas suffisante pour assurer une police du ciel à l'année, en plus des différentes manifestations qui nécessitent d'avoir une disponibilité H24 avec une patrouille en l'air, etc. Donc voilà, il y a besoin d'avoir des avions supplémentaires. En plus, la flotte de F-18 a rencontré des petits soucis de vieillissement, de cric au niveau des ailes, qui a nécessité d'immobiliser des avions pendant des périodes assez longues pour faire des réparations relativement lourdes. Bon, ce sont des choses qui arrivent et la Suisse n'est absolument pas le seul pays à avoir eu ce genre de soucis. Bref, mais comme la flotte est relativement restreinte en taille, ben forcément la moindre immobilisation a des conséquences. Et c'est pour ça que les forces aériennes suisses ont engagé un RFI, donc c'est un Request for Information, c'est-à-dire en gros, ils s'adressent à tous les constructeurs en disant on a besoin d'un avion pour faire ci, pour faire ci, pour faire ça dans les grandes lignes, merci de nous soumettre vos propositions, nous allons les étudier. C'est comme ça que dans la plupart des pays, les appels d'offres sont lancés. Suite à ces Request for Information, ils ont reçu plusieurs offres, et de ces offres, ils en ont gardé 3 pour les phases de sélection finale, on va dire. Donc il y avait l'Eurofighter européen, donc Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne. Il y avait le Rafale de France, et il y avait le Gripen, qui en 2007 s'appelait encore Gripen NG, pour nouvelle génération. Donc il provient de Suède. Alors pourquoi Gripen NG? Tout simplement parce que le Gripen C est un avion de génération un
tout petit peu en retrait par rapport au Rafale et l'Eurofighter. Et comme les Suédois s'étaient lancés dans un avion de nouvelle génération un petit peu avant tout le monde, voilà, ils sont arrivés avant, c'était très bien, ils avaient un avion qui était opérationnellement parlant très pertinent. Enfin, vraiment, il avait tout pour plaire, et d'ailleurs, il a eu pas mal de succès à l'export, même si c'était des petits contrats, franchement, rien à dire sur le Gripen, qui en plus est un avion, j'aime bien, il est très sympa cet avion, il y a des super photos, et Tokunaga, il a fait notamment des photos extraordinaires, je vais essayer d'en faire défiler quelques-unes. Vraiment, il m'a rendu amoureux cet avion. Bref, les Suédois se sont dit on va améliorer cet avion, donc il y a eu les Gripen A et B. La version A était la monoplace, la B la biplace. Ensuite, il y a eu la version C et D. Ça restait le même avion, enfin, la même enveloppe, la même architecture interne, sauf qu'ils ont remplacé des équipements pour le moderniser. Et ensuite, ils ont eu l'idée de faire le Gripen NG. Alors à l'époque, en 2007, quand ça a été lancé, le programme Gripen NG était vraiment au balbutiement, aux prémices de la réflexion, et même en Suède, ils ne savaient pas encore vraiment ce qu'ils allaient faire. Saab voulait faire un nouvel avion, un avion plus lourd, donc ils allaient passer du moteur F404, donc à l'époque, la Suède fabriquait elle-même son propre moteur dérivé du F404, qui était le Volvo RM12, donc c'était, pour vous donner un ordre d'idée, le moteur qui motorisait le F-18 Hornet, le Legacy, l'ancien, celui qu'a la Suisse d'ailleurs. Et ils ont décidé d'avoir une version plus grosse pour avoir plus de performance, plus d'autonomie, plus d'emport. Donc ils allaient l'appeler le Gripen NG, qui est devenu le Gripen E. Et celui-ci allait être motorisé par le F414, qui est la version améliorée, et qui est le moteur d'ailleurs qui motorise le Super Hornet. Donc le EF-18 E/F Super Hornet, en gros c'est une homothétie du Hornet qui est juste 30% plus gros, mais pas 30% plus performant malheureusement pour certaines raisons. On y reviendra. Ce Gripen, au moment où l'appel d'offres a été lancé, ils ne savaient pas exactement encore à quoi il allait ressembler, parce que les Suédois se tâtaient entre améliorer uniquement la cellule et apporter des petites fioritures à l'avion en lui-même, en essayant peut-être simplement de le remotoriser pour le rendre plus puissant, lui rajouter des réservoirs, etc. Mais en faisant un upgrade, on va dire à minima, pour essayer d'avoir la possibilité de mettre à jour l'entièreté de la flotte. Donc c'est-à-dire qu'on prend les Gripen C, on les fait passer à l'usine, on les transforme et on les change en Gripen NG. Ou alors on développe carrément un nouvel avion. Alors pour limiter les risques, on garde la même formule aérodynamique, mais c'est un avion qui est complètement nouveau. Même si vous agrandissez un petit peu l'avion, et vous voyez la dynamique des trains n'est plus la même, les trains ne se logent plus au même endroit, les réservoirs sont plus larges, il y a des points d'emport supplémentaires. Le Gripen NG est vraiment un nouvel avion, même s'il ressemble très fortement au Gripen A, B, C, D. Le Gripen E, c'est un tout nouvel avion. Voilà. Et au début, donc en 2007, il n'y avait même pas encore de prototype qui a volé, c'était uniquement un démonstrateur technologique. C'était un avion dans lequel on a collé un moteur plus puissant, mais qui ne pouvait pas aller vite parce que les entrées d'air n'étaient pas suffisamment grosses. Et c'était un avion qui disposait vraiment d'un balbutiement, un début de développement pour les systèmes de mission. Donc, vraiment, c'était même pas un prototype, à peine un démonstrateur technologique, et encore, on va dire plutôt un banc de développement. Donc, en 2011, la Suisse annonce officiellement au monde entier qu'elle a choisi le Gripen NG. Et à ce moment-là, ça n'a fait sourciller personne. Je veux dire, le Gripen était un relativement bon avion. Ils faisaient le choix de sélectionner un avion dans lequel ils allaient être associés au développement. C'est important pour la Suède, parce qu'en trouvant un premier client export sérieux, ils allaient presque pouvoir trouver un pays co-développeur, quelqu'un qui allait s'engager avec eux dans le risque. Jusqu'à présent, la Suède a toujours été capable de mener bon an mal an tous ses programmes d'avions de combat, et n'est pas un pays qui est connu pour ses frasques en termes de problèmes de développement. Donc le risque est limité. Le risque financier, le risque technologique de s'engager avec la Suède est quand même relativement limité, et ce choix en soi ne pose pas de problème. À l'époque, en France, le Rafale ne s'était encore jamais exporté. Au moment où le choix a été fait, le Rafale était dans sa version opérationnelle standard terminée, c'est-à-dire le F3. Il a évolué par la suite, mais en tout cas,
Il était prévu que le Rafale, dans son développement, aille jusqu'au standard F3, et là, il allait devenir opérationnel, pleinement opérationnel selon le cahier des charges initial, mais il ne s'était pas encore exporté. Alors, il y a eu beaucoup de campagnes, beaucoup de scandales en France. Les Français n'ont besoin de personne pour s'autoflageller. Les médias tiraient à boulet rouge sur le Rafale, le gouffre à milliards, l'avion qui ne s'exporte pas. Il y en a qui disaient qu'il était trop complexe, trop performant, trop technologique, il y en a d'autres qui disaient que pas du tout, pas assez, qu'il pouvait tout faire mais qu'il était bon à rien, etc. Enfin, je veux dire, je sais pas si à l'époque il y avait beaucoup de bashing international sur le Rafale, mais c'était pas nécessaire parce que nous les Français, on fournissait tout le matériel pour pouvoir le faire, ça, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, on était un petit peu, moi en tant que passionné et sur les forums sur lesquels je traînais, on commençait à connaître et à avoir des retours, des valeurs de cet appareil-là. On en était relativement content, satisfait, mais on va dire qu'il n'avait pas la reconnaissance qu'il méritait. C'était un petit peu frustrant. Mais bon voilà, la Suisse a choisi le Gripen, il aurait choisi l'Eurofighter, ça aurait été pareil. Bon, ça n'a pas beaucoup sourcillé côté français, tout du moins, même côté suisse d'ailleurs au début, quand l'annonce a été faite. Bon bah voilà, ils ont choisi le Gripen, très bien. Mais en 2012, un rapport a fuité. Alors là, moi je me rappelle très bien parce que j'avais lancé le blog Portail Aviation à l'époque. C'était la première fois qu'on lisait un rapport officiel. Alors il n'y avait que le résumé du rapport, que la partie summary exécutive, c'est-à-dire le résumé du rapport destiné aux décideurs politiques. Ce rapport-là, il écrit noir sur blanc que non seulement le Rafale était au-dessus de tout le monde, et de loin je veux dire, au niveau technique, mais qu'en plus, de l'autre côté, le Gripen était en dessous de tout le monde. Il n'était pas seulement le dernier de l'évaluation, parce que bon, il était dans les phases finales, puisqu'il n'y avait que 3 avions sélectionnés, mais il était en dessous des minima. La façon dont est écrit le rapport, la façon dont est rédigé le rapport, et les graphiques qui lui sont apposés, nous montrent qu'en fait, ils se sont servis du Hornet, du F-18 Hornet, qui était déjà opéré par la Suisse, pour donner en gros un maître étalon. Et ils voulaient que l'avion qui allait succéder au F-5 et suppléer au F-18, ou filer un coup de main à cette flotte d'avions de combat, allait avoir au moins le même niveau que le F-18. C'est normal, vous achetez un nouvel avion de combat 15 ans après avoir acheté le F-18 ou plus, et vous voudriez qu'à minima, il fasse le même job, pas moins. Donc, je lis le rapport. Donc là, je vous lis la traduction qui a été faite. Parmi les 3 candidats du programme NFA, le Rafale est l'avion qui a démontré la meilleure efficacité et adéquation dans l'accomplissement de tous les types de missions RR, de reconnaissance et d'attaque. De plus, le Rafale a laissé la meilleure impression aux pilotes. Les points forts du Rafale étaient la qualité de ses capteurs, comme le radar PESA, on est passé à l'AESA depuis, l'optronique frontale et le système de guerre électronique Spectra. La bonne fusion de données provenant de tous ces capteurs permettait de fournir aux pilotes une excellente connaissance de la situation. La nacelle de reconnaissance a également démontré des performances exceptionnelles. Le principal point faible du Rafale était l'absence de viseur monté sur casque. Le Rafale a été jugé satisfaisant dans l'accomplissement de tous les types de missions RR, de reconnaissance et d'attaque, avec certaines caractéristiques renforcées dans plusieurs domaines. Le Rafale a obtenu la première place dans l'évaluation de l'efficacité. Voilà, donc je passe tous les détails croustillants qui font plaisir aux Français que je suis, mais on n'est pas là pour parler du Rafale, donc je vous mets quelques graphes qu'il y avait dans le document. Bon, c'est un scan en basse résolution, donc c'est pas terrible. À savoir que, à ce moment-là, le Gripen était loin d'être opérationnel. Donc, ils lui ont affecté une forme de malus, parce qu'il y avait un risque technique. Je veux dire, on ne peut pas croire sérieusement aux promesses qui sont faites dans un appel d'offres sur les futures caractéristiques possibles. C'est dangereux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte ce qui est annoncé par le constructeur. Malgré tout, il faut faire attention. Il faut faire attention aux promesses des constructeurs qui vous promettent des choses géniales. C'est encore valable aujourd'hui, plus que jamais, parce que l'histoire nous montre du quel côté la raison se situe. Bref. D'ailleurs, ils ont bien eu raison, puisque au moment où l'annonce a été faite, le Gripen était prévu avec certaines caractéristiques, et il faut savoir que normalement, le Gripen NG devait peser à vide seulement 200 kg de plus que le Gripen C.
mais avoir plus de réservoirs, plus de puissance, plus de points d'emport, etc. Ce qui faisait que ça donnait un avion vraiment pas beaucoup plus lourd, c'est vraiment juste l'épaisseur du trait, mais qui allait être beaucoup plus performant. Or, et comme on l'a vu avec la suite du dossier brésilien, puisqu'il a été exporté au Brésil, cet avion finalement, c'est pas 200 kg de plus qu'il faisait, c'est 1 tonne de plus. Donc 800 kg de plus que prévu sur le devis de masse initial. C'est énorme. Donc ça ne rend pas un avion mauvais pour autant, mais comme pour le Super Hornet, mais pour d'autres raisons, vous avez un avion qui est plus gros, mais qui ne bénéficie pas de sa puissance supplémentaire, de son volume carburant supplémentaire, ou à peine. Et c'est bien dommage parce que le Gripen n'est pas aussi performant qu'il devrait. En plus, c'est un avion qui est de toute façon bien moins, je ne vais pas dire sous-motorisé, mais bien moins motorisé que les autres avions qui sont vraiment des pur sang, notamment le Typhoon, qui sont bimoteurs. Et vous avez un avion, déjà le Gripen C, qui n'est pas 2 fois plus léger qu'un F-18, mais qui ne dispose qu'un moteur de F-18. La conclusion de l'exécutif summary, elle est claire. En se basant sur les résultats des tests en vol, le Rafale est le candidat qui répond à la totalité des besoins des forces aériennes suisses, en terminant avec le meilleur score recommandé pour les forces aériennes suisses, peu redondant. L'Eurofighter est la meilleure alternative au Rafale. Je veux dire, dans la conclusion, le Gripen, il est même pas cité, quoi. Donc le fait est que dans cette évaluation et sur les principaux tests qui ont été amenés, l'Eurofighter il arrive à dépasser ou au moins à atteindre le minima dans quasiment tous les tests, sauf un ou deux. Par contre, le Rafale, il les a tous atteints, tous dépassés, et il est plus haut que tous les autres avions qui lui ont été opposés pendant cette compétition. Et ça, en tant que Français, à l'époque, c'était... Mais bon, hein, encore une fois, on n'est pas là pour parler du Rafale, donc on va se concentrer sur le dossier suisse. À noter, par contre, que dans le rapport, il est précisément mentionné que la mission principale de l'avion, c'est la police du ciel. C'est là que c'est important pour la suite, hein, à comprendre. Et que d'ailleurs, ils n'ont pas, dans cette évaluation-là, il n'y a pas eu de test de mission de frappe au sol. Il n'y a pas eu de mission complexe réalisée pour tester les différents avions, qui en étaient tous capables, pour faire des tests de mission au sol. Pourquoi? Et c'est mentionné dans le rapport, parce que tout simplement, le F-18 Hornet suisse n'était pas capable de faire des missions air-sol. Alors, le F-18, bien entendu, fait des missions air-sol. C'était l'avion, c'était la bête de somme de l'US Navy. D'ailleurs, je pense que le Rafale lui emprunte beaucoup de sa philosophie, dans le sens où c'est la mule. Tout ce que vous avez en munitions dans l'inventaire de l'US Navy, le F-18 était capable de l'emporter. Mais en Suisse, l'avion n'était équipé que pour faire des missions air, donc c'était vraiment que pour les missions de police du ciel, et rien d'autre. Et d'ailleurs, la Suisse, à ce moment-là, était très claire. Ils avaient besoin d'avoir un avion pour faire la police du ciel, et rien d'autre. Bah, c'était clair au moins, c'est marqué dans le rapport, c'est de cette façon-là qu'il a été testé, et c'est ça qui est important pour la suite. Donc après la publication du rapport, on a eu droit à une masterclass de mauvaise foi du ministre de la Défense de l'époque, hein, Willy Maurer, qui avait dit qu'il n'avait pas eu connaissance de ce rapport. Après il a dit « Ah, ce rapport-là », parce que j'ai cru que vous faisiez référence à un nouveau rapport. Non, ce rapport-là, je l'ai lu, mais s'il y avait eu un nouveau rapport, je ne l'aurais pas lu. De toute façon, je ne l'ai pas bien lu, ce rapport. Vraiment, vous allez tout retrouver, et puis vous avez... l'émission avec les deux humoristes là, de 120 secondes qui ont repris le sujet et qui nous ont fait par contre eux une masterclass d'humour suisse. Franchement, j'adore. Ouais, de toute façon, c'est pas au peuple de s'exprimer sur l'équipement de l'armée. C'est un sujet qui est trop compliqué. Le peuple, il peut pas comprendre tous les enjeux. Hein? Pendant cette période-là, après que le rapport ait finalement été publié, alors il faut savoir que quand il y a une fuite dans la presse, on n'est pas là, ah, trop bien, et puis hop, on publie tout de suite. Non, pas du tout. Surtout sur un élément aussi sensible que ça, on prend ses précautions. On a l'information, on la traite sérieusement, évidemment, donc on fait appel à des gens qui s'y connaissent, parce que forcément... même si le rapport là il est quand même relativement facile à comprendre, on va essayer de trouver des personnes qui s'y connaissent pour expliquer le contenu, voilà, faire un petit peu d'explication, de synthèse pour être sûr qu'on ne va pas dire n'importe quoi. Quand on a de l'or entre les mains, comme un rapport confidentiel comme ça, on le balance pas comme ça au cochon sans y mettre aucune valeur ajoutée. Donc ça me fait dire que
dans la presse spécialisée, parmi les gens qui sont susceptibles d'être contactés, eh bien, ils savent que ça va sortir parce que certainement qu'ils sont ou au courant ou qu'ils ont carrément été contactés pour pouvoir participer à des rédactions d'articles ou à des enquêtes. Moi qui ne suis pas vrai professionnel, en tout cas pas à temps plein, c'est déjà le cas pour moi. Alors j'imagine que pour des gens qui sont sur la place publique, c'est d'autant plus probable. Et c'est pour ça que avant, mais juste quelques jours avant, une semaine ou deux avant que ça ait été publié, on retrouve sur le blog de Pascal Kummerling. Alors attention, encore une fois, j'ai rien contre les Suisses. Ça fait discours raciste, mais j'ai plein d'amis suisses. J'adore la Suisse. J'envisage même peut-être, pourquoi pas, de venir y travailler. Français qui vient nous voler notre travail. Bon, j'ai eu des propositions, je regarde. Mais là, je vais parler d'un monsieur, d'un journaliste, d'un blogueur, qui est le propriétaire du site avianews.ch. J'ai rien contre lui. Je ne le connais pas. Personnellement, on ne s'est jamais pris la tête à rien. Je vais juste relever des choses parce qu'il fait partie de la sphère médiatique. Et à ce moment-là, la sphère médiatique s'est déchaînée contre la décision du DDPS, contre Arma Suisse, qui ne comprenait pas comment ils avaient pu sélectionner cet avion avec un rapport pourtant aussi clair. Mais en février 2012, voici ce qu'il écrivait. Alors, je ne vais pas relater ça juste pour détruire le monsieur, hein. C'est pas du tout mon rôle, j'aurais voulu ne pas le faire. Mais c'est un indicateur, voilà, c'est un thermomètre, c'est un indicateur de l'état de la sphère médiatique à cette époque-là, et il fait partie des gens qui relaient des opinions. Donc il titre sur son blog, son ancien blog qui n'est plus disponible, mais heureusement il y a Wayback Machine, Gripen EF, l'excellence. Voici la première partie d'une nouvelle série d'articles concernant le choix par le Conseil fédéral du nouvel avion de combat, le Gripen EF. Le dossier étant en pleine évolution, je reviendrai notamment sur les offres des partenaires industriels pour les offsets, ainsi que les événements qui ont marqué la décision. Cette première partie va me permettre de vous révéler certaines informations techniques qui n'ont jusqu'ici jamais été abordées. Elles font suite à mes recherches, ainsi qu'à la possibilité que j'ai eue de me rendre en Suède chez Saab, pour voir l'avion et obtenir de nombreux éclaircissements. Déjà, là, le titre, il pose le contexte. Gripen, l'excellence. Voilà, c'est plus que de la publicité, là, à ce niveau-là. Hein. Je me permets ici de rappeler qu'aucun des 3 standards d'avions proposés à notre pays ne sont actuellement en service. Le Gripen EF dérivé du démonstrateur NG sera commandé ce printemps par la Suède. Le Rafale proposé, soit le F3-O4T, n'existe qu'un seul exemplaire dans l'armée de l'air, recevra ses premiers modèles en 2013. L'Eurofighter DA7 série 3 proposé est en cours d'industrialisation, mais ne pouvait être doté du radar AESA avant 2016. Bon alors, pour le coup, pour l'Eurofighter, c'est vrai, hein, le radar AESA, d'ailleurs on est en 2025, l'Eurofighter il peine à l'installer à bord, mais ça c'est du fait que c'est vraiment multinational dans le vrai sens du terme, et il peine à se mettre d'accord pour avoir ne serait-ce qu'un modèle de radar à mettre sur tous les avions en même temps. Donc je relis, le Gripen EF est dérivé du démonstrateur NG qui sera commandé ce printemps par la Suède. Donc l'avion n'est même pas encore commandé. Et il le compare à un avion qui existe déjà, mais seulement à un exemplaire. Et encore, il ne parle pas d'un avion, il parle juste d'un standard. Le F3-04T, c'était un nouveau standard de production. D'accord ? C'est-à-dire que le Rafale F3 était déjà existant. Ils allaient faire le standard F3.3', et le standard de production F3-O4T, en fait, c'était un standard de production dans lequel ils allaient mettre un nouvel OSF, un nouveau détecteur de départ missile, notamment, entre autres, nouvelles fioritures. Ah oui, et important, le nouveau radar AESA. Donc, comparer un avion opérationnel dont un premier exemplaire sorti de chaîne existe déjà, mais juste pas encore livré, à un avion qui n'a même pas encore été commandé, moi, je trouve ça fabuleux de mauvaise foi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et plus loin, la presse a avancé que le choix du Gripen pour notre pays était principalement financier. Ce n'est pas totalement juste, du moins très incomplet. Effectivement, le prix proposé pour une dotation minimale de 22 appareils à 3,1 milliards est le meilleur prix des 3, mais il faut encore tenir compte des coûts d'utilisation qui sont là encore très inférieurs pour le Gripen. Cela permettra à terme 2 options sur un budget annuel.
économie des coûts sur le budget annuel pouvant être réinvesti dans la modernisation ou augmentation des heures de vol à l'année sans modifier le budget. Et là, je me souviens qu'à l'époque, Dassault avait crié très fort en disant « Si c'était juste une histoire de budget, votre truc, il fallait le mettre dans l'appel d'offres. » L'appel d'offres ne disait pas j'ai un budget limité, ou alors mon principal indicateur de comparaison, ça sera le budget. Mettez-moi en face un type de mission, qu'est-ce que vous avez besoin de faire, et moi je vous dirai de combien d'avions vous pouvez disposer, avec le taux de disponibilité et combien ça va vous coûter. Voilà, mais c'est pas du tout ce qui a été proposé. Où là, Dassault, en tout cas dans sa communication, avait un petit peu râlé en disant si c'était une histoire de coût, ils auraient peut-être fait des choses différemment. Là, ils ont demandé un nombre d'avions, ils ont proposé un nombre d'avions avec les coûts qui allaient bien. Mais bon, ça, en Suisse, c'est pas passé non plus, parce que c'est pas qu'une histoire de coût. Si le pays achète un avion qui est certes moins cher, mais moins performant que l'avion qu'ils opèrent déjà depuis des années, ça reste un problème. La Suisse n'est pas à quelques milliards près, c'est un pays riche, et je pense qu'ils ont tout à fait la possibilité de choisir de mettre un petit peu plus d'argent dans un avion un petit peu mieux équipé. Il y a la preuve, hein, ils ont choisi le F-35, certainement l'avion le plus cher hors toute catégorie, malgré ce que vous pensez. Donc le 9 septembre 2013 devait arriver ce qui devait arriver. Gripen ne volera donc pas dans le ciel suisse. 53,4% des citoyens, c'est plus que ce que le prévoyaient les sondages, ont décidé de ne pas dépenser les 3,1 milliards de francs pour acheter 22 nouveaux avions de combat en remplaçant des vieux Tiger dont l'armée doit se séparer. On parle de cette lourde défaite pour l'armée avec l'un de ses représentants, le lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit. Bonjour. Ça, on ne peut pas le reprocher à la Suisse, hein. Ils ont une démocratie qui fonctionne, ils ont différents référendums qui sont lancés, et donc il y avait une question, parmi d'autres, mais en tout cas celle-là, est-ce que vous voulez que la Suisse achète du Gripen? C'est non. Quelques mois plus tard, en février 2014, il y a eu un petit événement qui a secoué un petit peu la Suisse, c'est le détournement d'un avion. Il est parti donc Addis Abeba, et l'avion devait normalement atterrir à Rome, et relativement rapidement après son décollage, il a changé son code transpondeur pour passer comme quoi l'avion était détourné, et donc il a logiquement été intercepté par la chasse italienne, les Eurofighter en l'occurrence, au-dessus du territoire italien. Sauf que l'avion ne s'est pas arrêté à Rome, il est parti jusqu'en Suisse. Sauf que la Suisse, à ce moment-là, l'avion atterrit à Genève vers 6 h du matin. La chasse suisse n'opère pas avant 8 h du matin. Très bien, donc vous confirmez, les forces aériennes commencent à travailler à 8 h du matin? Non, le début du travail, ça c'est à 7h15. Hein. Il faut d'abord allumer le computer. Ça prend 2 jusqu'à 3 minutes, hein, avec Windows 95. Ensuite, on regarde si on a reçu des emails, par exemple des emails de déclaration de guerre ou comme ça. Et puis, après, il faut sortir les avions du garage, faire pchit sur les vitres, après un petit café, et après, c'est prêt. Ce qui était vraiment très cocasse, c'est qu'à ce moment-là, les Suisses ont découvert, enfin les Suisses, un milieu autorisé le savaient, mais que la chasse n'était active que de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17 h. Voilà, les horaires de bureau classiques. Alors ça s'explique parce qu'il y avait un manque de pilotes qualifiés, une flotte aérienne qui est à minima, forcément on essaye d'optimiser les potentiels des avions, on essaye de faire des économies au niveau de la formation des pilotes, et donc comme on vole moins, on est moins capable de voler, on est moins capable de tenir un 7 jours sur 7, H24, c'est pas possible. Donc voilà, c'est cocasse, en soi, c'est pas forcément grave puisqu'il y a des accords avec les autres pays, mais ça a soulevé la question de la souveraineté et la capacité des forces aériennes suisses, qui à ce moment-là, dans les médias, à la télévision suisse, nous sommes un pays souverain, on n'est pas un pays pauvre, on est capable de mener notre propre défense aérienne, il nous faut des moyens. Et donc ils ont lancé, par la suite, c'est ce qui a lancé les bases pour un nouvel appel d'offres. Donc en 2017, il y a eu un nouvel appel d'offres, et cette fois-ci, le Gripen ne faisait même pas partie des participants. Pourquoi? Écoutez la suite. Le constructeur suédois Saab a informé Arma Suisse aujourd'hui qu'il ne participera pas aux essais en vol et au sol à Payerne, car les essais ont été conçus pour n'évaluer que des avions déjà opérationnels, ce que le Gripen E n'est pas encore.
Donc là, ce sont les Suédois hein, de Saab qui répondent directement, nous, notre avion, il n'est pas encore opérationnel, on ne vous l'envoie pas. Donc notez qu'on est en 2017, hein, on est plus de 6 ans après l'annonce du premier choix, et le Gripen E n'est toujours pas opérationnel. Alors très certainement que si la Suisse avait continué dans le programme, peut-être que ce programme aurait accéléré, on n'en sait rien, on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, le premier Gripen E de pré-série, qui préfigure l'avion opérationnel, son vol date de juin 2017, et le premier vol d'un avion destiné à devenir opérationnel date de 2019. Donc le Gripen E, c'est un avion qui, encore aujourd'hui, est un avion extrêmement récent, et qui n'est même d'ailleurs toujours pas pleinement opérationnel. Mais c'est normal, son programme a été lancé bien après les autres. Donc ce nouveau programme s'appelle Air 2030, et sont présents le Super Hornet, le F-35, l'Eurofighter et le Rafale. Dans la chronologie, on a les essais en Suisse à partir de 2019. Et puis, histoire de verrouiller le projet et d'éviter toute votation qui mettrait fin à ce projet Air 2030, le gouvernement suisse a décidé de proposer un nouveau référendum, et celui-là, c'est de valider une enveloppe budgétaire. C'est très malin, ça. Il valide une enveloppe budgétaire de 6 milliards de francs, ça laisse la possibilité au gouvernement suisse de choisir l'avion qu'ils veulent. C'était vraiment le but de cette votation. Donc là, on est en 2021. Par rapport à 2011, la précédente annonce pour le choix du Gripen, on est 10 ans plus tard, hein, c'est pas compliqué à calculer, et le Rafale n'est absolument plus dans la position qui était la sienne 10 ans plus tôt. C'est-à-dire au niveau international, il s'est vendu par pelleté, il y en a eu quasiment 160 à ce moment-là qui ont été vendus à plusieurs clients export, et en plus, l'avion a continué d'évoluer. En 2021, on était déjà sur le standard F3R, on commençait à parler du standard F4. C'est un avion qui avait une feuille de route programmatique claire, un soutien de l'État clair, et à l'inverse, l'Eurofighter, lui, il a eu énormément de mal à lancer tranche de production numéro 3, il a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa structure, il a eu beaucoup de problèmes de développement, le radar AESA en 2021 n'est toujours pas là, l'Eurofighter n'a pas été capable de capitaliser, ils ont beaucoup de clients internes déjà sur l'Eurofighter, mais ils ne s'entendent pas sur comment, dans quelle direction précise on doit aller pour la modernisation de l'avion, qu'est-ce qu'on y met, de quelle façon. C'est un programme qui est extrêmement difficile à développer parce qu'à chaque fois qu'on fait un ajout logiciel, eh ben, il faut qu'il soit intégré dans tous les pays partenaires. Il y a une organisation industrielle et déjà au niveau du développement qui est extrêmement complexe. Je vous mets un lien, comme ça vous allez pouvoir voir de vous-même. Vraiment, ce programme, on marche sur la tête tellement il est complexe. Au point que quand les Britanniques ont voulu ajouter quelques briques, notamment air-sol, sur leurs avions, ils ont dû faire le développement un peu de leur côté. Donc en fait, on se retrouve avec les Anglais, les Allemands qui n'ont pas exactement le même type d'avion. À partir de là, c'est compliqué, on n'a plus de base commune, et pour faire évoluer tout ça ensemble, ça devient un petit peu plus compliqué. Et l'Eurofighter perd le bénéfice, c'est-à-dire que le bénéfice d'avoir fait un avion à plusieurs en grosse quantité devient une contrainte. Au contraire, lui, le Rafale, il a un client principal, c'est la France, et les exports permettent justement de pouvoir rajouter un petit peu d'argent au pot commun et d'améliorer les versions, et tout le monde dispose plus ou moins des mêmes versions de base. À ce moment-là, avant l'annonce de la sélection du F-35, on pensait que le Rafale avait vraiment toutes ses chances, parce que le Gripen n'était pas là, l'Eurofighter était dans les choux, le F-35, comme on l'a vu, c'est pas un avion pour faire de la police du ciel, il est juste, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas en faire, mais il n'est pas aussi adapté que les autres avions pour pouvoir le faire, mais on a le Super Hornet en face. Et ça, par contre, le Super Hornet, c'était vraiment la bête noire, entre guillemets, l'avion à battre. Pourquoi? Comme je dis tout à l'heure, le Super Hornet, c'est un peu comme le Gripen, c'est une homothétie, c'est le même que le Gripen, en 30% plus gros. Plus lourd, avec des moteurs plus puissants. À la base, ils voulaient faire un avion avec un meilleur rayon d'action et un meilleur emport. Sauf que il y a eu un petit problème pendant le développement, des problèmes de fluttering, et donc Boeing a dit à l'US Navy, parce que le Super Hornet à la base c'était un programme qui avait été lancé pour remplacer le F-14 suite à l'annulation d'autres programmes, et ça devait être un programme, on va dire, intermédiaire. Donc il fallait lancer un programme pragmatique avec un coût et un budget très maîtrisé. Donc Boeing a dit à l'US Navy, on a des soucis de développement, notamment avec l'aile sur le Super Hornet, on vous propose deux solutions, soit on reprend le développement de l'aile, mais on va avoir, je sais plus, 2-3 ans de retard, quelques milliards de surcoût. Alors comparé au surcoût aujourd'hui chez le programme F-35, c'est vraiment que dalle, hein, mais
Bon, ça reste important. Ou alors, on trouve une solution intermédiaire pour limiter les effets, mais par contre, on va avoir une baisse des performances de l'avion par rapport à ce qui était attendu sur le cahier des charges. Donc, le US Navy a décidé, il dit non, l'avion, on le veut rapidement et on le veut pour le budget. Tant pis pour les fioritures, j'ai envie de dire. Et donc, le Super Hornet reste malgré tout un très bon avion, et dans le contexte suisse. Et dans le contexte suisse, le Super Hornet, il a la même philosophie d'emploi que le Hornet classique, qu'on appelle le Legacy. Donc ça facilite la formation des équipages, ça facilite la formation des mécaniciens, il y a des équipements de support qui restent communs, il y a des munitions qui restent communes, et en plus l'avion il n'est pas très cher. Je veux dire, le Super Hornet c'est un avion qui s'est produit à plusieurs centaines d'exemplaires pour l'US Navy, l'Australie, etc. C'est un avion qui n'est pas très cher du tout. Donc c'était vraiment, on pensait que ça allait se jouer entre le Rafale et le Super Hornet. D'où vraiment la surprise du choix du F-35. Et quand le F-35 a été sélectionné, vraiment on a assisté dans la presse à un festival de mauvaise foi de la part des autorités suisses. J'ai jamais vu ça. Déjà, il a annoncé le moins cher. Je ne comprends pas. C'est pas possible. C'est vraiment... à l'époque déjà, j'étais beaucoup moins renseigné sur le F-35 que je ne le suis aujourd'hui, grâce à la super série de vidéos où j'ai dû vraiment repotasser tout un tas de documents internes aux USA. Mais comment c'est possible? Ceux qui disent que le F-35 il est moins cher que tous les autres, regardez-moi dans les yeux et redites-le moi sans cligner des yeux. Vraiment. Non, je suis sérieux. Déjà, les avions militaires aux États-Unis sont vendus via les FMS, Foreign Military Sales. On trouve, ce sont des données qui sont publiques, parce que c'est sur le site dsca.mil qu'on trouve donc ces propositions. Alors on a beaucoup de détails, on n'a pas le détail, qu'on a un devis long comme un jour sans pain, mais on n'a pas le détail du prix de chaque chose, donc on a le prix global du package. Si vous regardez sur ce site-là, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le prix auquel ont été vendus les F-35, les F-15, les Super Hornet, les F-16, à quasiment tous les pays sur les 20-30 dernières années. C'est génial, ça permet de se donner une idée, de se faire en gros une base de données de, en gros, quel avion coûte quoi en fonction du package, de s'il y a beaucoup d'armement, s'il y a beaucoup de support, s'il y a beaucoup de pièces détachées, etc. Et donc on peut même faire une classification du coût des avions. L'avion le plus cher dans l'arsenal américain, c'était le F-15. Clairement, il était plus cher que le F-16, plus cher que le Super Hornet. C'était un avion aussi qui est beaucoup plus lourd. Par contre, on a des chiffres. Et ces chiffres, ils sont simples. Selon la Cour des comptes américaine, donc le GAO, le Super Hornet coûte en 2012 53 millions de dollars. F-35 en 2012 toujours, 62. Alors j'ai tout ramené en dollars de l'année 2012, pour pas qu'on dise qu'il y a des histoires d'inflation entre les deux. Donc un Super Hornet coûte 17% de moins qu'un F-35. C'est pas rien, 17%. Donc quand vous avez un avion qui coûte 17% moins cher que l'autre, comment il se retrouve plus cher? Ou comment celui-là se retrouve moins cher? C'est incompréhensible. Alors les Suisses nous ont annoncé, alors je ne sais plus si c'est Lockheed Martin qui l'a annoncé ou si c'est les Suisses qui l'ont annoncé, mais en gros, ils ont proposé de transférer 20% du nombre d'heures de vol réelles en heures de simulateur, parce que, je sais pas, visiblement ils ont des simulateurs meilleurs que les autres. Déjà cet argument il tient pas la route. Tous les avions opposés, Super Hornet, Rafale, Eurofighter, F-35, ils ont tous des simulateurs. Ils ont tous des simulateurs avec des systèmes de mission, des simulateurs tactiques, etc. On peut faire dans tous les cas le même entraînement sur simulateur, quel que soit le type d'avion. Mais pour le F-35, on a décidé de mettre un devis avec 20% d'heures de vol en moins pour baisser le coût de possession, pour le transférer sur des heures en simulateur. Il y a un truc qui va pas, c'est malhonnête intellectuellement. Mais bon, ça passe. Mais même si on fait 20% d'heures en moins sur le F-35, au niveau des coûts à l'heure de vol, et toujours la Cour des comptes américaine qui nous le dit, parce que comparer des coûts à l'heure de vol d'un pays à un autre, ça marche pas. Ça marche pas parce que tous les pays ne comptent pas le coût à l'heure de vol de la même façon. Certaines prennent en compte le coût de salaire des mécaniciens, certaines juste les pièces détachées, d'autres l'essence, d'autres... Voilà, le calcul n'est pas fait pareil. En plus, le coût de la vie n'est pas le même dans tous les pays. Un mécanicien norvégien n'est pas payé le même prix qu'un mécanicien américain. Par conséquent, le coût à l'heure de vol d'un F-35 en Norvège n'est pas le même que celui d'un F-35 aux États-Unis. Et c'est entièrement normal. Par contre, si on compare dans le même pays, normalement, ce sont les mêmes indicateurs qui sont utilisés. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant pour comparer. Donc le GAO nous dit dans son rapport de 2023 que le Super Hornet est à 30 000 € l'heure de vol,
Ça reste cher, hein, on est d'accord, hein, c'est pas demain qu'on va pouvoir se payer un tour en avion de chasse, et que le F-35, toute version confondue, hein, par contre, hein, en coûte 42 000. 42 000. Donc c'est 40% plus cher. Donc vous avez un avion qui est, par rapport à l'autre, 17% plus cher, et qui sur sa durée de vie est 40% plus cher. D'accord? Et malgré tout, il se retrouve là. Même si sur un avion 40% plus cher, vous lui retirez 20% de ses heures de vol, comment on arrive à un avion moins cher? C'est pas possible. Bon, après on parle de FMS, donc il est tout à fait probable, ce sont des processus qui sont opaques, il est tout à fait entendable que sur des appels d'offres, les États-Unis décident de favoriser un poulain plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est leur histoire. Peut-être qu'ils ont demandé à Lockheed Martin d'agner des prix en faisant des prix moins chers et qu'ils n'ont absolument pas soutenu Boeing et les autres sous-traitants pour proposer un autre avion. Mais il y a aussi le contenu de l'offre. Alors le contenu de l'offre, j'aurais bien voulu le comparer, c'est-à-dire le nombre de moteurs supplémentaires, le nombre de munitions, etc. Mais malheureusement, sur le site DSA.1000, je n'arrive plus à retrouver la proposition pour le F-35. Celle pour le Super Hornet allié, mais celle pour le F-35 n'y est plus. Est-ce que c'est une erreur technique ou est-ce qu'ils l'ont supprimé à dessein? Je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, ils ont sorti l'histoire des préfixes. J'en ai parlé lors de ma précédente vidéo, mais c'est pas possible d'avoir des préfixes sur un avion qui n'est pas terminé. C'est pas possible. Le F-35, donc hein, je redis, hein, les Suédois se sont retirés de l'appel d'offres parce que leur avion n'était pas opérationnel. Mais le F-35 non plus n'est pas opérationnel. Enfin, ça dépend de ce qu'on considère comme étant opérationnel. La FOC, hein, Full Operational Capability, n'a toujours pas été prononcée sur le F-35 et ne le sera certainement jamais. Ils ont bidouillé le truc pour essayer de passer outre tous les process pour fabriquer des centaines d'avions pas finis. Donc ils sont pas à ça près, hein. Ils signent des papiers qui veulent rien dire. Ils sont passés en full rate production, c'est-à-dire production à taux plein, alors même que dans le même temps ils ont arrêté les livraisons d'avions parce que ceux qui sont arrivés avec les TR3, ils sont incapables de voler tellement le logiciel était instable. Donc là, aujourd'hui, la Suisse va acheter des F-35 Bloc 4. Le Bloc 4 n'existe pas. Voilà, il faut être clair avec ça. Le Bloc 4 existera peut-être et sera opérationnel peut-être aux alentours de 2035. Voilà, dans 10 ans. Et elle aura déjà ses F-35. D'ici là, il faudra changer les moteurs, parce qu'elle aura déjà reçu ses avions, mais il faudra changer les moteurs avec l'Engine Core Upgrade, l'ECU, pour pouvoir faire tourner le nouveau PTMS qui permettra de refroidir suffisamment l'avion pour faire fonctionner les systèmes de radar, les systèmes électroniques, etc. Cet avion-là, on ne sait pas exactement à quoi il ressemblera au moment où il sera livré, et forcément les coûts vont augmenter. Et forcément, même si les coûts n'augmentent pas, imaginons même qu'ils baissent, ils ne peuvent pas être fixes. On ne peut pas prévenir d'avant, et là je parle même pas d'inflation, hein, on ne peut pas dire d'avance combien va coûter un avion dont on ne sait même pas exactement quelle sera la liste d'équipements qui sera dedans. Il n'y a qu'en 2024, en octobre 2024, qu'ils ont signé, en tout cas qu'ils ont décidé d'attribuer à Pratt & Whitney le développement de l'ECU. Jusqu'à ce niveau-là, ils ne savaient pas s'ils allaient partir sur un nouveau moteur ou une mise à jour du moteur existant. C'est pour vous dire qu'il est strictement impossible de dire qu'il y a un coût fixe. Voilà. Et puis ensuite, il y aura aussi un niveau EOTS, un nouveau DAS. Et quand ces nouveaux équipements arriveront et qui seront déployés dans les avions, au niveau du développement du logiciel, ils vont se concentrer à rendre ces équipements opérationnels. Tous les anciens équipements cesseront d'être supportés. Il est même fortement probable que les avions qui auront été livrés avec des équipements anciens, en tout cas pas les derniers, se retrouvent avec des équipements qui sont avec des logiciels qui ne sont plus supportés. Et dans le cas du F-35, c'est grave parce que les avions qui sont livrés aujourd'hui ne sont pas livrés avec des logiciels stables. Donc là, je vous demanderai d'aller voir mes vidéos sur le développement du F-35, mais aujourd'hui, le développement du F-35 est à un état où c'est pire que de repartir de zéro. C'est-à-dire qu'ils ont une base logicielle qui est arrivée sur un nouveau matériel et ça fonctionne pas. Ils n'ont pas fait de portage et ça fonctionne pas. Et donc ils rajoutent par-dessus de l'instabilité de nouvelles briques logicielles et qui ne sont pas testées proprement. Et c'est quand ça arrive dans les flottilles, dans les unités, dans les forces, qu'ils remontent des problèmes. Au point même que quand il y a des freezes et qu'il faut redémarrer les systèmes en vol, le système ne l'enregistre même pas. C'est-à-dire que comme le processus est lourd en plus pour les pilotes pour déclarer
tiens, j'ai dû redémarrer mon système pendant mon vol à telle heure, bah, ils le font pas. Et donc, ce sont les ingénieurs au sol qui essaient de bidouiller un peu le système parce qu'il n'y a pas la facilité pour pouvoir le faire automatiquement ou facilement, qui remontent ces informations à Lockheed Martin. C'est un petit peu comme si vous avez une flotte d'ordinateurs qui crash. Vous savez, ce petit bouton que vous avez un bug, est-ce que vous voulez envoyer le rapport à Microsoft, McAfee ou ce que vous voulez. Ça leur envoie un rapport de bug qui leur donne les informations sur qu'est-ce qui était en mémoire dans votre ordinateur à l'instant T qui a pu provoquer le crash. Et donc les développeurs analysent ces logs, ces journaux d'événements, et ils regardent qu'est-ce qui s'est passé et ils essayent de corriger le problème. Mais dans l'F-35, vous n'avez même pas ça. C'est un programme qui aujourd'hui est parti sur une piste qui est tellement glissante que je ne peux pas vous dire où est-ce qu'ils vont aller, c'est vraiment une catastrophe. Donc vraiment, j'attends avec grande impatience le rapport d'OTI qui va arriver à la fin de l'année, en 2025, parce qu'à mon avis, il va être croustillant. Et le problème, moi, que je vois avec le F-35, c'est, vous voulez du F-35 ? Il n'y a pas de souci, dites-le. Juste, au moins, utilisez des arguments valables. Il y a plein de raisons pour pouvoir justifier l'utilisation de F-35. Par exemple, la Finlande, qui a acheté du F-35, je pense personnellement qu'elle a fait un mauvais choix. Mais en face, elle a la Russie, elle a bien l'utilité d'un avion avec une discrétion radar qui peut mener des frappes de façon relativement discrète. Ça reste logique. Mais pour la Suisse, je le rappelle, dans le premier appel d'offres, puisque l'appel d'offres de 2017, c'est une ressucée de l'appel d'offres de 2007, ils ont besoin d'un avion pour faire la police du ciel. Donc comment ils ont fait? Alors il y a quelqu'un là qui est venu me chercher dans les commentaires par rapport au test technique en disant que le F-35 est sorti numéro 1 de l'évaluation technique. Mais vous prenez n'importe quelle évaluation technique et vous lui faites dire n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas vu le contenu de l'évaluation technique, on peut bidouiller les chiffres comme on veut. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui me sortent des chiffres, j'aime bien dire à cette phrase qui suit: un lampadaire est à un ivrogne ce que les statistiques sont à un analyste. Bien plus un appui qu'un éclairage. Voilà. Il faut toujours avoir le contexte. L'avantage de la fuite de 2012, c'est qu'on avait le contexte. On avait les essais, c'était bien expliqué, le pourquoi du comment, et on avait un résultat qui était incontestable dans un contexte clair. Aujourd'hui, ce contexte, on ne l'a pas. Les données des dossiers techniques, des dossiers de test qui ont mené au choix du F-35, on ne les a pas. Et si vous regardez même le premier communiqué qui a été sorti sur le site d'Arma Suisse en 2021, moi, il m'a fait rigoler à l'époque. Il y avait notamment une question sur le bruit. Ils avaient dit qu'ils n'étaient pas capables de mesurer correctement le bruit que faisaient les avions au décollage, parce que, je sais plus, enfin, c'était digne vraiment d'un mauvais roman, c'était digne vraiment d'une mauvaise foi à un niveau que j'avais rarement vu. Bon, vous allez me dire, je suis un peu méchant, mais l'histoire de surcoût, enfin l'histoire des coûts fixes, pas fixes, etc., aujourd'hui elle est confirmée. On en est à 1,3 milliard de francs suisses supplémentaires, ou 1,5, on ne sait pas encore exactement, et je vous annonce, c'est que le début des histoires de surcoût, vous allez en avoir beaucoup, et des surprises, chers amis suisses, vous allez en avoir énormément. Mais il y a aussi une autre donnée qui est importante, c'est, on sait que Viola Amert, alors on m'a dit qu'on disait Viola Amert et non pas Amerde, malgré comme ça s'écrit. C'est pas moi qui vais faire des blagues avec le nom pourri que j'ai, je vais m'en dispenser. Mais elle aurait été au courant de cette affaire dès 2024. Et elle a démissionné en janvier 2015. Alors on ne sait pas si c'est vraiment à cause de ça, mais vous avez aussi Thomas Hussli, le chef de l'armée de Suisse, qui a démissionné en février 2025. Vous avez Christian Ducet, le chef de renseignement, qui a démissionné le même jour. Et vous avez Darko Savic, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Darko Savic, j'ai envie de dire, responsable du programme R2030, chez Arma Suisse, qui est parti en avril 2025. Ça nous donne une petite indication, hein, je pense qu'ils ont senti le vent tourner. Alors il y avait des problèmes, il y a une espèce de pseudo-scandale avec Ruag, qui est d'ailleurs impliqué dans le projet F-35, et tous ces gens-là s'en vont. Ça sent quand même pas bon. Il y a une commission d'enquête là qui est lancée, et c'est ça qui est bon avec la Suisse, et dans un pays vraiment démocratique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des commissions d'enquête, il y a des scandales, il n'y a des scandales d'ailleurs que dans les pays démocratiques, hein. Je veux dire, vous allez dans n'importe quel pays autocratique, des scandales il n'y en a pas beaucoup, parce que vous n'avez pas la possibilité d'en avoir. Donc ça, respect chers amis suisses, vraiment, ça a le mérite de donner une utilité à nos pop-corn. Alors, maintenant ce qui est intéressant à analyser, c'est de revoir comment est traité ce sujet par la sphère médiatique. Donc je vais commencer par un article du site RTH, avec le titre suivant: le F-35 va aussi coûter plus cher pour l'armée de l'air américaine. Là encore, on parle principalement de hausse des matériaux et d'inflation.
Or, moi je vous dis, les augmentations de coûts du F-35 ne sont pas dues à l'inflation. L'inflation, c'est bien trouvé, c'est l'excuse facile, mais c'est pas ça. Contrairement à la Suisse, la hausse à venir du prix du F-35 ne suscite pas de polémique. Probablement parce que depuis plusieurs années déjà, différentes instances officielles, comme la Cour des comptes américaine ou aussi le département de la défense lui-même, anticipent une augmentation des coûts du F-35. C'est ce que montrent plusieurs documents que ces instances consultées par le pôle enquête de RTS. Alors, voilà, hein, je ne sais pas ce qui fait le pôle enquête de la RTS, mais moi je vous donne des éléments factuels. La hausse des coûts ne vient pas de l'inflation. Quand quelqu'un vous dit quelque chose en disant ah, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est parce que c'est à cause de machin, on vérifie. On va vraiment voir les sources et on vérifie. Et là, c'est pas vérifié. La vraie baisse de coût du F-35 actuellement, c'est que le département américain, malgré le fait que l'année dernière, ils ont signé le milestone C, le fameux papier qui dit que ça y est, on peut passer en production à taux plein, eh ben, le gouvernement américain n'a jamais commandé aussi peu d'avions. Pourquoi? Parce que le bloc 4, enfin l'avion livré en TR3, n'est pas stable, il n'est pas fiable, il n'est pas opérationnel, il ne peut pas aller au combat et il peut difficilement servir pour l'entraînement. Alors officiellement oui, il sert pour l'entraînement, mais pour faire quoi? On peut s'entraîner à quoi dans un avion aussi peu stable et qui dispose de moins de capacité de combat que les avions qui étaient livrés il y a 2 ans en arrière. Donc les Américains, et là on l'a vu pour l'année 2026, décident d'acheter le minimum d'avions. Le minimum d'avions. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de ça, ils vont mettre 1 milliard de plus dans le développement du bloc 4. Pourquoi? Parce qu'il faut hâter le développement de ce logiciel, il faut le rendre rapidement opérationnel, stable, fiable, pour au moins un minimum un petit peu utiliser l'avion, enfin qu'il ait quelques capacités de combat. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ils commandent moins d'avions. Mais le problème, c'est que l'industrie aéronautique qui fabrique le F-35, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont derrière, des grosses entreprises, et l'outil industriel est taillé pour fabriquer jusqu'à 200 avions par an. Ils en ont déjà produit jusqu'à, je crois, à peu près 160 avions par an, ce qui est énorme, hein. Il n'y a aucun autre avion qui est produit d'un tel nombre actuellement. Et donc, vous avez les outils industriels à faire tourner, les usines, hein, vous ne pouvez pas réduire la taille, vous avez un nombre impressionnant de personnel, hein, vous avez des centaines de milliers de personnes qui travaillent à fabriquer le F-35 et ses systèmes, et tout d'un coup, vous décidez d'en fabriquer moins, d'en acheter moins. Qu'est-ce qui se passe? Ben, mécaniquement, le coût unitaire augmente parce que vous avez des charges, des frais qui sont fixes, donc vous en commandez moins et ils coûtent plus cher. Et ça, c'est, pour moi, selon moi, la première raison qui explique le coût, l'augmentation. Alors au global, pour le département américain de la défense, acheter moins d'avions, ça coûtera moins cher. Mais en relatif au nombre d'avions produits, chaque unité coûtera plus cher. Et comme les pays externes vont se rajouter, se sursoir en fait à la commande américaine, ils vont payer des avions qui seront forcément plus chers. Voilà, c'est logique, mais encore faut-il le voir et le comprendre. Donc je continue la lecture de l'article, on l'avait oublié. Attendre pour obtenir un meilleur avion. Des réductions importantes, comme celle de l'exercice 2026, peuvent être plutôt le signe d'un changement de priorité ou d'une insatisfaction à l'égard du programme, révèle encore Daniel Norton, et le chercheur de lister quelques-uns des écueils auxquels l'armée de l'air est confrontée avec l'avion de Lockheed. Certains composants de l'avion ne sont pas disponibles et certaines améliorations n'ont pas été faites et terminées. Selon la Cour des comptes américaine, la grande majorité des moteurs de l'avion n'ont pas été livrés dans les délais prévus, ajoute le chercheur de la RAND. Donc là, il cite en fait des chercheurs de la RAND Corporation qui citent la Cour des comptes américaine sur qu'est-ce qui pourrait expliquer les insatisfactions sur le programme. L'avion est également confronté à d'importants problèmes de disponibilité. Les avions n'ont jamais réussi à atteindre les taux de capacité opérationnelle des avions précédents. Ceci constitue un défi permanent, et ce depuis des années et encore aujourd'hui, insiste Daniel Norton. Et là, écoutez bien, son homologue Doug Burkey nuance. Les lots qui sortent de la production actuellement sont incroyablement performants. Regardez ce que les F-35 de l'armée israélienne ont réalisé contre l'Iran. Ils se sont magnifiquement comportés dans des environnements de combat parmi les plus complexes que l'on puisse trouver sur la planète. Le pipeau, voilà, le pipeau est de sortie. Mais non, c'est pire que ça. Donc déjà, l'Iran, en termes de capacité IADS, c'est pas le plus complexe que vous pouvez trouver. Hein. Je veux dire, l'Iran n'est pas extrêmement bien équipé en termes de défense sol-air, hein, loin de là. Il y a des pays qui ont des systèmes beaucoup plus évolués. Donc c'est sûr que si vous jouez au foot contre une équipe relativement bas de gamme et que vous gagnez, bon, vous pouvez toujours vous dire que c'était les meilleurs, histoire de vous glorifier un peu, même si c'est pas vrai, mais là c'est ce qui est en train de se passer. Et surtout,
Ils disent, les lots qui sortent de production actuellement sont incroyablement performants, regardez les F-35 israéliens. Non, là je vous arrête tout de suite. Les F-35 israéliens ont reçu des avions Terre 2, pas en Terre 3, donc ils ont reçu des avions qui ont plus de capacité qu'aujourd'hui, et en plus, les F-35I, qu'ils appellent ADIR sur place, ils n'ont pas le système catastrophique de préparation de mission et de gestion logistique qu'est Alice, ni Odin son successeur, ils ont leur propre système de maintenance, ils ont leur propre système de guerre électronique, ils ont même leur propre mission computer, c'est qu'ils ont rajouté un ordinateur à côté de l'ordinateur du F-35, et ils ont leur propre logiciel. Alors je ne sais pas à quel point c'est bien intégré tout ça, et peut-être que c'est moins performant que ce que le F-35 de base aurait dû être, mais en attendant ça fonctionne. Et dire que le F-35 israélien est extrêmement performant, donc le F-35 est performant, c'est juste un mensonge. Parce que c'est pas du tout le même avion. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, le seul F-35 relativement opérationnel, c'est le F-35 israélien. Mais il y a eu une grosse bataille entre les Américains et les Israéliens, parce que 30% du budget de la défense d'Israël provient des USA. Mais les USA ne donnent pas de l'argent directement à Israël. En fait, ils leur allouent une somme, un budget, et ensuite ils leur donnent le catalogue. Ils leur disent, voilà, vous décidez dans le catalogue qu'est-ce que vous voulez acheter. Au début, les Israéliens ne voulaient pas acheter le F-35, ils voulaient acheter plus de F-15. Sauf que ça, les Américains ne voulaient pas. Il fallait absolument, parce que Israël, c'est un pays qui est systématiquement en guerre, très souvent, et c'est aussi une vitrine d'excellence. Il fallait qu'ils achètent des F-35. Ils ont acheté des F-35, et d'ailleurs, ils ont recommandé des F-15 derrière. Mais les Israéliens ont dit, on vous commande des F-35, d'accord, mais à la condition que on ne veut pas être connecté à votre système Alice, parce qu'on veut garder la souveraineté sur ce qu'on fait chez nous, et on veut pouvoir gérer directement le système de guerre électronique, on ne veut pas être connecté à votre système là aux États-Unis. Et on veut avoir nos propres logiciels dedans. Alors ça, j'ai pas le détail des conversations évidemment, mais faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que les F-35 israéliens, s'ils fonctionnent, c'est parce qu'ils ont fait des choses que les autres avions n'ont pas, tout simplement. Voilà, donc c'est de la pure désinformation, et quand on donne la parole à quelqu'un et qu'on se dit d'un service enquête, puisque l'auteur de l'article signe en mettant service enquête de RTH, bon ben, on essaie d'apporter un minimum d'analyse critique ou de contradiction. Là, rien, ça passe crème. Reste que la défense américaine veut attendre d'acheter un trop grand nombre d'appareils afin d'obtenir les modernisations et améliorations exigées. Voilà. Et ça, c'est peut-être, c'est dans la suite de l'article un petit peu plus loin, il est un peu pas très bien structuré cet article, mais ça c'est la meilleure décision que les États-Unis ont prise depuis le début du programme. Réduire le nombre d'avions commandés pour mettre des fonds et accélérer à fond sur le développement, parce que recevoir des avions qui sont pas finis, c'est pas une situation d'avenir, comme diraient certains. C'est même pas logique du tout. Allez, on en revient à la Suisse et au site Avianews. Alors, je le dis, je le redis, je n'ai rien en particulier contre la personne qui est derrière le site Avianews, d'accord? J'ai même, je pense, compris quel est son état d'esprit, pourquoi il a fortement soutenu le Gripen envers et contre tout à l'époque où il y avait des gros scandales. Selon moi, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui a un fort sentiment nationaliste, dans le bon sens du terme, je l'ai également. C'est quelqu'un qui veut que son pays ait une armée de l'air, et c'est quelqu'un qui a une crainte, légitime ou pas, c'est vous qui le direz, moi je pense que c'est légitime. Il a la crainte que si jamais le choix d'un avion de combat est encore retoqué, ou est retoqué tout court, comme c'est le cas dans l'affaire Gripen, que les politiques de gauche et les politiques qui sont antimilitaristes finissent par gagner et imposent le fait que l'armée ne dispose plus d'avions de combat. Et lui, il souhaite qu'il y ait des avions de combat envers et contre tout, et il va défendre cette opinion. Par conséquent, quel que soit le choix qui est fait, il soutiendra ce choix. Et son site transpire ça. Le problème me concernant, et concernant mon honnêteté intellectuelle, je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas le supporter parce que ce site devient un site de propagande. Il est devenu un site de propagande pour Saab à l'époque du choix du Gripen, et il est aussi devenu un site de propagande de Lockheed Martin. Il fait mieux que Lockheed Martin pour la communication.
et je vais vous le montrer. Le 23 mai, il y a eu un article titré « Les fonctionnalités en réseau du F-35 ». Le chapeau. Les Danois ont démontré la capacité du F-35 à collecter, analyser et partager des données avancées sur des réseaux géographiquement dispersés de leur côté. Une nouvelle étape qui démontre une partie des capacités très particulières du système de 5e génération. Rien que le titre déjà. Partage des données n'est pas une caractéristique propre à la 5e génération. Bon, moi, la 5e génération, si vous avez vu une de mes premières vidéos, vous savez ce que j'en pense. C'est un terme qui est utilisé à tort et à travers, et qui ne devrait pas être utilisé d'ailleurs. C'est une arnaque intellectuelle. On continue. Transfert de données à grande distance. Les F-35 de la RDF, la Royal Danish Air Force, volant au-dessus des États-Unis, ont exécuté avec succès un nouveau test de vol validant le partage de données sécurisées et classifiées entre les avions survolant les États-Unis et un centre de commandement au Danemark. L'événement, confirmé par Lockheed Martin, marque la dernière étape dans la poussée du programme en matière d'interopérabilité complète de la coalition. Selon une déclaration publiée par Lockheed Martin le 19 mai 2025, un groupe de F-35 danois volant de Fort Worth au Texas a partagé des données classifiées via le DHGGR-2, une passerelle Open System OSG de Skunkworks, développée dans le cadre d'un partenariat avec la Missile Defense Agency par le biais de communication commerciale par satellite et exposée à la base aérienne de Skytrup. Et un peu plus loin, au cours de l'exercice, les F-35 néerlandais opérant dans un environnement anti-access mineral ont détecté et identifié plusieurs cibles au sol simulées en utilisant le Multifunction Advanced Data Link, le fameux MADL. Les données de ciblage ont été transmises via l'Open System Gateway, OSG, des Skunkworks, vers Keystone, l'environnement C2 néerlandais. Keystone a ensuite relayé l'information à une plateforme d'artillerie de fusée qui a engagé et neutralisé la cible, complétant la chaîne de mise à mort en quelques minutes. Cet événement a prouvé que les avions de coalition pouvaient échanger des informations critiques sur des réseaux souverains éloignés, permettant ainsi des opérations conjointes plus efficaces et sécurisées. Comment partager des données au niveau tactique entre les alliés tout en maintenant une stricte souveraineté sur les données? En démontrant avec succès un échange de données en direct et classifié entre un F-35 en vol et un non-américain de type système C2, l'armée de l'air royale des Pays-Bas n'a pas seulement coché une case technique, elle a fait une déclaration. Malgré la nature centralisée du programme F-35 et des limitations potentielles imposées par la protection du code source et le contrôle de la mise à niveau, les opérateurs alliés travaillent activement à tirer parti des capacités avancées du F-35, prouvant qu'il existe une valeur opérationnelle, même en dehors des architectures centrées sur les États-Unis. Alors, déjà, j'ai pas fait de faute en parlant, j'ai simplement lu l'article, donc si vous avez vu des phrases un petit peu mal amenées, c'est normal, hein, parce que c'est la traduction mot à mot d'un article qui est sorti par Lockheed Martin. Donc là, Avian News se fait le relais, sans concession, sans vérification, sans filtre, de ce qui sort de Lockheed Martin. Et si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous savez que ce qui sort de Lockheed Martin, il ne faut vraiment pas le prendre au pied de la lettre. Mais surtout, il y a l'intentionnalité derrière. Qu'est-ce que vous comprenez dans cet article, dans tout ce charabia technique qui est donné? Ça donne l'impression que le F-35 est capable de pouvoir communiquer avec des réseaux vers des C2 souverains. Et là, on glisse dans l'article comme ça des mots comme souverain. Donc on peut penser qu'il y a de la souveraineté derrière. Mais en fait, pas du tout, et c'est même l'inverse. Si vous relisez bien cet article, hein, je vous mets donc le lien en description, il est dit qu'un avion qui vole aux États-Unis, mais ça pourrait être n'importe où dans le monde, envoie via Datalink satellite, donc là cette liaison appartient uniquement aux États-Unis, hein, des données vers un C2, donc un système de command and control situé au Danemark, souverain. C'est le C2 qui est souverain, mais le système de données ne l'est pas. Pire, pour pouvoir balancer des données à ce C2 et cette data link, il faut passer par une passerelle qui est située aux États-Unis, qui a été développée par les fameux Skunkworks. Le F-35 envoie des données via une liaison satellitaire jusqu'à cette passerelle de données de Skunkworks, qui lui ensuite la renvoie vers satellite vers le Danemark. Vous voyez le niveau de couche d'abstraction que vous devez passer avant de recevoir les données dans votre propre pays. C'est pas ce que j'appelle vraiment la souveraineté. Donc en gros, vous avez un F-35 qui vole au-dessus de la Suisse, qui a une très bonne vision d'ensemble, avec une très bonne situation tactique, avec son radar, son EODAS, etc. Il envoie des données, pour envoyer des données, par exemple, aux patriotes qui seraient au sol, via la liaison MADL ou peu importe, il n'y a pas de liaison directe. Ça part vers les satellites, des satellites aux États-Unis via la passerelle des Skunkworks, et ensuite, hop, ça revient dans le central C2. Donc,
Si à un moment donné, vous n'êtes pas content avec les Américains, ou même si l'infrastructure réseau tombe pour une raison X ou Y, bon bah vous prenez votre radio et puis vous faites à l'ancienne, parce que vous n'avez pas de liaison de données tactique. Il n'y a pas la possibilité d'avoir une liaison tactique souveraine entre vos avions, entre les avions et votre C2, et entre vos différents matériels. C'est juste pas possible. Donc en fait, quand on lit l'article, et ça c'est un très très bon exercice de pensée critique, et c'est un très très bon exercice pour les gens qui font la communication, c'est qu'ils arrivent à vous faire comprendre l'inverse de ce qu'ils disent vraiment. Vraiment, ils vous la mettent à l'envers, hein, c'est au premier sens du terme. Ah oui, tiens, j'ai oublié de préciser, le F-35I à dire, là, dont on a parlé, l'israélien, là, le super, celui qui marche vachement bien, il a son propre système de liaison de données, hein, enfin, je veux dire, un système de liaison de données israélien, il n'utilise pas la Madel américaine. Voilà, autre article, qui vient toujours du site Avia News. Hein. L'Europe veut plus de F-35. Voilà, quand vous mettez ça en titre, c'est clair, l'Europe veut plus de F-35, en disant, bon ben voilà, le F-35, tout le monde en veut, faut en commander, il est vachement bien. T'as vu, le voisin, il a acheté la dernière BMW, l'autre voisin aussi achète, moi aussi je le veux, ma chérie, s'il te plaît, si on peut acheter la dernière BMW, parce qu'elle est vachement bien, t'as vu, il les achète aussi. Plusieurs pays européens déjà clients de l'avion de combat F-35 travaillent à l'acquisition de nouveaux lots d'avions, entre autres besoins impératifs et situations internationales dégradées, petit tour d'horizon. Voilà. Je vais pas aller dans l'article parce que pour moi ça n'a aucun sens. Vous avez les USA qui sont le principal client de l'avion, qui ont décidé de commander le minimum d'avions pour 2026. Ce n'est pas une information que vous trouverez sur le site Avia News. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site, il n'y a aucun problème, et vous faites une recherche sur F-35. Je paye un resto, je suis sérieux, hein, je paye un resto, un bon resto à quiconque me trouve depuis 2021 une mauvaise nouvelle sur le F-35. Attention, pas une mauvaise nouvelle dont ils se servent pour transformer le truc en bonne nouvelle en disant que ça va aller mieux après parce que c'est vachement bien. Non, une vraie critique constructive sur le F-35. Si vous m'en trouvez une sur le site Avia News, alors au cas où son auteur me regarde, hein, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 17 juillet et il est 22h30. Donc s'il me sort un article dans 10 minutes en disant ah, t'as vu, j'ai fait une critique sur l'F-35, vas-y, paye mon resto. Non, ça marche pas. Voilà. À partir de maintenant, à partir du 17 à 22h32, si vous trouvez une seule critique du F-35, je vous paye le resto. Voilà. Je m'engage. Je m'y engage personnellement. Voilà, on déconne, mais c'est triste. C'est triste de voir que une personne qui est invitée sur les plateaux télé, une personne qui est consultée, une personne devient un relais d'opinion, n'oppose plus une critique sérieuse et n'est pas capable d'analyser des faits. Alors c'est pas qu'il n'est pas capable, c'est qu'il ne le souhaite pas, à mon avis. Et ce n'est pas parce qu'il est pro F-35, c'est parce qu'il est pro-suisse, il est pro-forces aériennes suisses. Il préfère se retrouver avec du F-35 que sans avion du tout. Voilà, donc encore une fois, j'ai rien, je ne veux pas me montrer insultant, et s'il vous plaît, n'allez pas l'emmerder avec ça. Voilà. Je me suis longtemps tâté à savoir si j'allais parler de lui ou pas. Dans le même article, il a mis à la fin un rappel. Hein. Le choix du F-35 a été motivé par les résultats d'évaluation de 2019. Il en ressort que le F-35 a devancé largement ses concurrents dans tous les domaines techniques, sauf dans le domaine des compensations. L'avion est furtif, donc plus difficilement détectable. Il jouit ainsi d'une grande capacité de survie. Le prix à l'achat et à l'exploitation sont également les moins chers pour le F-35, même en cas de surcoût. Moins cher même en cas de surcoût. Pas comment il peut voir ça, lui il a vu les devis, peut-être, je ne sais pas. Résultat, le F-35 avec 365 points, le FA-18 Super Hornet avec 269 points, et ensuite en 3e et 4e position des avions européens. Donc on se retrouve même avec un Super Hornet qui serait potentiellement mieux placé que le Rafale ou l'Eurofighter. Alors pour l'Eurofighter, je veux bien pour les capacités air-sol. Pour le Rafale versus le Super Hornet, vous m'excuserez, mais j'y crois moyen. Bref, je rêverais, hein, s'il y a quelqu'un qui veut faire fuiter le rapport d'évaluation suisse de 2019, je suis là, hein, je lève les doigts. Là aussi, j'invite au resto. Je trouve personnellement triste de voir ce qu'est devenue la presse. La presse, normalement, c'est un pilier dans le pouvoir démocratique. Si la presse fonctionne bien, elle est capable de remettre en cause ce qui sort des gouvernements, de ce qui est dit dans les industries, de ce qui est dit dans la défense, etc. Normalement, la presse doit jouir d'une liberté
pour apporter un éclairage au public. La presse ne doit pas servir de relais d'opinion. En France, j'ai envie de dire c'est trop tard déjà. La presse est possédée majoritairement par des milliardaires, et ces milliardaires permettent à la presse de dire ce qui les arrange. Donc elle leur laisse une espèce de liberté contrôlée qui permet d'orienter un peu le débat public. Et là on le voit dans un dossier qui est extrêmement serré. Il n'est pas nécessaire d'être, je ne pense pas que Pascal soit à la solde de Lockheed Martin, je ne pense pas qu'il le paye, je pense que très certainement ils vont lui offrir un petit voyage pour lui faire visiter l'usine de Fort Worth. Personnellement, j'adorerais, hein. Moi j'aime tous les avions, je veux dire, si vous me permettez d'aller à bord du Queen Elizabeth ou du Garibaldi pour aller voir le F-35B opérer, j'en rêve, hein. C'est une machine qui est extraordinaire. Juste son développement est catastrophique, et les choix, et les décisions, et la roadmap, il n'y a rien qui va. Mais cet avion pourrait arriver à faire quelque chose. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'esprit critique. Il n'y a plus d'opinion libre et éclairée. Il n'y a pas une presse indépendante qui va lever le doigt en remettant en cause ce qui est dit. Et pourtant, le pire, c'est qu'on a à disposition des centaines de documents de l'administration publique américaine, que ce soit le GAO, le département de la Défense, le DOTI, et tout un tas d'autres documents qui disent noir sur blanc tout ce qui ne va pas. Et malgré tout, vous avez là un journaliste, je suis désolé, je suis obligé de mettre entre guillemets, parce que c'est plus du journalisme, là, ça fait longtemps qu'on est passé autour de la charte de Munich, qui est un relais pur de propagande, simple et sans filtre, copier-coller des communiqués de presse de Lockheed Martin, qui balance des informations juste pour essayer d'amener un maximum de Suisses avec lui, en essayant de leur faire... Il profite de sa position d'influenceur, parce que oui, c'est un influenceur, pour propager que des bonnes nouvelles à propos du F-35, temporiser, euphémiser, enterrer les autres, avec le deux poids deux mesures, voilà. Et moi, ça me pose vraiment problème. Donc, cher ami suisse, ne lui tombez pas dessus. J'ai essayé de lui parler directement. J'avais à l'époque mis des commentaires gentils sur son site qui n'ont jamais été publiés. Enfin, en tout cas, qui ont été filtrés et expurgés. Je lui ai également laissé des commentaires sur LinkedIn. J'avais essayé à l'époque, je crois, même de lui envoyer un email. Il a toujours, voilà, il n'a jamais répondu. Je pense que la position est claire, et maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Suisses qui vont regarder cette vidéo, mais ne vous laissez pas avoir. Vous avez un pays avec une belle démocratie. Je m'en fous si c'est pas le Rafale qui est choisi, c'est pas le sujet, voilà, c'est pas un problème. Mais le F-35, dans votre cas, ça ne devrait pas arriver. Si au moins le F-35 était un appareil terminé et opérationnel, je dis pas, mais c'est pas le cas. Reportez votre choix à 2035 et voyez ce qu'il en est, à ce moment-là, commandez ou pas. Mais en attendant, s'il vous faut un petit peu d'avion pour faire la police du ciel, il y a énormément d'autres possibilités. Il y a beaucoup d'avions qui sont moins chers, qui font le job. Je sais pas, moi je vais citer au hasard le Golden Eagle, hein, le T-50 de nos amis coréens, qui n'est pas un avion de combat exceptionnel, mais qui peut tout à fait faire de la police du ciel. Vous avez toujours le F-16 qui se produit. Je ne sais pas pourquoi le F-16 n'est pas rentré en ligne de compte dans la compétition. Bon, il y a toujours le Rafale, évidemment. Il y a le Gripen. Le Gripen, là, il va être opérationnel, là, maintenant. Donc, je ne sais pas si jamais ça va pas jusqu'au bout avec le F-35, ce que je souhaite. Je pense que le Gripen serait un bien meilleur choix et qui sera bien moins cher. Voilà, ce qui manque un petit peu là-dedans, c'est de la cohérence, du pragmatisme, parce que là, vraiment... vous faire avaler toutes ces couleurs avec le F-35, j'ai vraiment mal pour mes amis suisses. Je serais suisse, je serais un petit peu en colère. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, parce que là il se fait tard. Et je vous dis à très vite.